Le Sphinx d'Edgar Allan Poe. Pendant l'effroyable règne du choléra à New York, j'avais accepté l'invitation d'un ami pour passer une quinzaine de jours avec lui dans la retraite de son cottage orné sur les rives de l'Hudson. Nous avions ici autour de nous tous les moyens ordinaires de distraction estivale, et avec quoi vaguer dans les bois, faire des esquisses, du bateau, pêcher, se baigner, faire de la musique et des livres. Nous aurions dû passer le temps assez agréablement, ne fût-ce par l'effrayante information qui nous parvenait chaque matin de la populeuse ville. Pas un jour ne s'écoulait sans qu'il ne nous apporte des nouvelles du décès de quelques connaissances. Ainsi, comme la fatalité augmentait, nous apprîmes à nous attendre quotidiennement à la perte de quelque ami. À la longue, nous tremblions à l'approche de chaque messager. L'air même du Sud nous semblait imprégné de mort. Cette pensée paralysante, en effet, prit entière possession de mon âme. Je ne pouvais ni parler, ni penser, ni rêver à rien d'autre. Mon hôte était d'un tempérament moins excitable, et bien que le moral profondément déprimé, il s'efforçait à remonter le mien. Son intellect, richement philosophique, ne fut à aucun moment affecté par des irréalités. Envers les substances de la terreur, il était assez sensible, mais de ces ombres, il n'avait aucune appréhension. Ces tentatives pour me sortir de la condition de mélancolie anormale dans laquelle j'étais tombé furent frustrées en grande partie par certains volumes que j'avais trouvés dans sa bibliothèque. Ceux-ci étaient d'un caractère à forcer la germination de quelques graines de superstition héréditaire gisant en latence dans mon cœur. J'avais lu ces livres sans qu'il le sache, et ainsi il restait souvent perplexe quant à la raison des impressions qui s'étaient imposées dans mon imagination. L'un de mes sujets favoris était la croyance populaire dans les augures, une croyance que, à cette même époque de ma vie, j'étais presque sérieusement disposé à défendre. Sur ce sujet, nous avions de longues et animées discussions. Lui maintenant le mal-fondé total d'une croyance en de tels sujets, moi, contestant qu'un sentiment populaire apparaissant avec une absolue spontanéité, c'est-à-dire sans trace apparente de suggestion, avait en lui-même les éléments évidents de la vérité et avait le droit à beaucoup de respect. Le fait est que, peu de temps après mon arrivée au cottage, il m'était arrivé un incident tellement inexplicable, et qui avait en soi un tel caractère prodigieux, que j'aurais bien pu être excusé de le voir comme un augure. Il m'attirait, en même temps me troublait et m'effarouchait tellement que plusieurs jours s'écoulèrent avant que je me décidai à communiquer la circonstance à mon ami. Vers la fin d'une journée excessivement chaude, j'étais assis, livre à la main, près d'une fenêtre ouverte, donnant à travers une longue perspective des rives du fleuve, sur la vue d'une distante colline, dont la face la plus proche de ma position avait été dénudée par ce qui est appelé un éboulement de terrain de la portion principale de ces arbres. Mes pensées avaient longuement dérivé du volume devant moi vers la mélancolie et la désolation de la ville avoisinante. Levant les yeux de la page, ils tombèrent sur le côté nu de la colline et sur un objet, sur quelque monstre vivant d'une hideuse configuration, lequel très rapidement se fraya chemin de la cime vers le bas, disparaissant finalement dans la dense forêt d'en bas. Quand cette créature se montra en premier à ma vue, je doutai de ma propre santé d'esprit, ou au moins de l'évidence de mes propres yeux, et plusieurs minutes s'écoulèrent avant que je n'aie réussi à me convaincre que je n'étais ni fou ni dans un rêve. Cependant, quand je décris le monstre que j'aperçus distinctement et surveillai calmement pendant tout le temps de son évolution, mes lecteurs, j'ai peur, sentiront plus de difficulté à être convaincus de ces choses que je n'en fus moi-même. Estimant la taille de la créature, par comparaison avec le diamètre des gros arbres auprès desquels elle passa, les quelques géants de la forêt qui avaient échappé à la fureur de l'éboulement de terrain, je conclus qu'elle était beaucoup plus grosse qu'aucun bâtiment de la ligne existante. Je dis bâtiment de ligne car la forme du monstre suggérait l'idée. La coque de l'un de nos 74 devait comporter une conception assez acceptable de la ligne d'ensemble. La bouche de l'animal se trouvait à l'extrémité d'une trompe de quelque 60 ou 70 pieds de longueur et était presque aussi épaisse que le corps d'un éléphant ordinaire.
Près de la racine de cette trompe, il y avait une immense quantité de poils noirs en broussailles, plus de ce qu'aurait pu être fourni par les robes d'un nombre de buffles, et, se projetant de ces poils du bas et des côtés, se hissaient deux défenses brillantes, non pas peu semblables à celles du sanglier, mais d'une dimension infiniment plus grande. Se déployant vers l'avant, parallèlement à la trompe, et de chaque côté de celle-ci, il y avait une gigantesque hampe, 30 ou 40 pieds de longueur, formée apparemment de pur cristal, et en forme d'un prisme parfait. Il reflétait de la manière la plus somptueuse les rayons du soleil déclinant. La trompe était façonnée comme un trinôme, avec l'apex vers la terre. De celle-ci, deux paires d'ailes se déployaient, chaque aile presque 100 yards de longueur. Une paire était posée par-dessus l'autre, et tout recouvert lourdement par des écailles métalliques, chaque écaille apparemment quelque 10 ou 12 pieds de diamètre. J'observai que la plus haute et la plus basse rangée d'ailes étaient connectées par une solide chaîne. Mais la principale particularité de cette horrible chose était la représentation d'une tête de mort, qui recouvrait presque la totalité de la surface de sa poitrine, et qui était tracée diligemment en un blanc éclatant sur le sombre dessous du corps, comme si elle avait été dessinée là soigneusement par un artiste. Pendant que je regardais ce terrifiant animal, et plus spécialement l'apparence de sa poitrine, avec une sensation d'horreur et de crainte, avec un sentiment d'un mal prochain que je trouvais impossible à apaiser par aucun effort de la raison, j'aperçus les énormes mâchoires à l'extrémité de la trompe s'écarter soudainement, et de celle-ci il parvint un son si fort et si expressif de douleur qu'il frappa mes nerfs tel le glas, et quand le monstre disparut au pied de la montagne, je tombai tout de suite, en m'évanouissant, par terre. En recouvrant, ma première réaction, bien sûr, fut d'avertir mon ami de ce que j'avais vu et entendu, et je peux à peine expliquer quelle sensation de répugnance ce fut qui, à la fin, agit pour m'en empêcher. À la longue, un soir, quelque 3 ou 4 jours après l'événement, nous étions assis ensemble dans la